Alors que la situation en Russie se détériore, notamment après une attaque record de drones sur Moscou, les discussions se multiplient sur l'absence de manifestations organisées dans les rues. Eh bien, si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps, vous sauriez que la réponse de base est que la récession économique n'a pas encore touché les Russes moyens. Donc il y a peu de raisons économiques directes de protester contre les politiques actuelles. En réalité, les préoccupations auxquelles ils font face sont plutôt les drones qui bourdonnent au-dessus de Moscou, l'angoisse persistante de se demander s'il y aura une nouvelle vague de mobilisation, et la frustration liée à la difficulté d'accéder de façon fiable à des sites web courants. Les salaires augmentant plus vite que l'inflation, les principales inquiétudes concernent l'approvisionnement des stations-service ou le départ des vols à Moscou. Mais il serait plus juste de qualifier cela de frustration, alors que manifester peut être fatal. Voilà donc votre réponse superficielle. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle ne comprend pas vraiment pourquoi les manifestations éclatent. Les récits courants que vous entendrez aussi bien dans les médias que chez les analystes ne tiennent pas compte de la façon dont la négociation tacite du Kremlin façonne la situation intérieure, et que toutes les erreurs commises par le gouvernement proviennent des frictions liées à cette négociation. Rejoignez-moi aujourd'hui pour examiner les 4 phases d'une mauvaise argumentation. Que la répression en Russie est tout simplement très efficace, que la propagande dans le pays est tout simplement très efficace, que le diable que les Russes connaissent vaut mieux que celui qu'ils ne connaissent pas, et que le Kremlin a fondamentalement brisé le contrat social russe. Nous allons ensuite étudier la théorie de la négociation pour comprendre quand les Russes descendront dans la rue. Mais commençons par l'argument de la répression, car il est simple. Les gouvernements autocratiques disposent de forces de sécurité qui vous arrêteront si vous causez des problèmes dans la rue, à moins que vous ne soyez tellement nombreux que les forces de sécurité craignent pour leur propre sécurité. Le principe de base de l'argument de la répression est que les forces de sécurité russes font cela depuis suffisamment longtemps pour qu'il faille un mouvement social incroyablement large avant qu'elles commencent à hésiter à réprimer. Peut-être pour d'autres raisons que nous verrons, il n'y a pas assez de consensus pour mobiliser autant de monde dans les rues actuellement. Ainsi, les manifestations s'arrêtent avant même de pouvoir commencer. Si je peux me permettre une analogie que vous connaissez tous bien à ce stade, ce serait comme dire que les guerres n'ont pas lieu parce qu'un camp est bien plus puissant que l'autre. Nous connaissons 2 faits sur cette affirmation. Premièrement, ce n'est pas vrai. L'histoire regorge d'exemples de conflits entre David et Goliath. Et deuxièmement, l'effet réel et conséquent d'avoir tellement plus de pouvoir sur un adversaire, c'est la capacité d'obtenir davantage de lui dans des accords négociés. En appliquant cette logique aux négociations entre citoyens et gouvernements. Les régimes autocratiques cherchent à tirer le maximum de leur population. Le jeu auquel le dirigeant se livre, c'est que plus il extrait, plus cela braque la population, et plus il est probable qu'elle descende dans la rue pour commencer à protester. Si le gouvernement est intelligent, il peut ajuster un niveau d'extraction proche de ce que produirait le résultat attendu d'un soulèvement populaire. Alors personne n'a de raison de protester, car cela ne comporte que des risques sans aucune récompense attendue. Le principal effet immédiat de meilleures forces de sécurité est de dissuader de manifester. Mais l'autre effet indirect est que cela permet aux dirigeants d'instaurer des politiques plus extractives. Et ainsi, le second effet annule le premier effet en ce qui concerne la probabilité d'observer une révolution. Vous savez, le fil conducteur de cette vidéo, c'est l'extraction. Ne serait-il pas agréable d'être laissé tranquille ? Mais même pour ceux d'entre nous qui ont la chance que leur gouvernement ne les traque pas au quotidien, il y a probablement plein d'informations personnelles qui traînent encore sur Internet, attendant simplement que des acteurs privés malveillants en profitent. Je pense que cela brise un autre type de contrat social. Mais bonne nouvelle, c'est là qu'intervient le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Incogni. Ils vous aideront à retirer vos données, comme adresse, historique professionnel ou affiliation politique, des sites et registres de courtiers en données. Si des personnes malveillantes ne vous trouvent pas, elles ne peuvent pas vous nuire. Et avec l'option de suppression personnalisée d'Incogni, vous pouvez leur indiquer précisément le problème que vous pourriez rencontrer. Alors faites pencher le rapport de force en votre faveur et reprenez le contrôle de vos données personnelles en vous rendant sur incogni.com/William Spaniel. Utilisez le code promo William Spaniel en un seul mot pour bénéficier de 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Merci encore à Incogni de sponsoriser la vidéo d'aujourd'hui.
La deuxième explication problématique a un thème similaire à la première. Selon l'argument de la propagande, le Kremlin est très doué pour convaincre les citoyens russes que tout va bien dans le pays. Que chacun pense aussi que tout va bien dans le pays. Que tout ce qui se passe en Ukraine n'est pas grave et que tout ce qui pourrait mal se passer en Ukraine est entièrement la faute de l'OTAN. Et s'il y a des problèmes en Russie, ce n'est pas le président qui en est responsable. En fait, s'il y a des problèmes, il veut que vous lui en parliez. C'est pourquoi il organise chaque année, en fin d'année, une émission marathon de questions-réponses. Il ira jusqu'à s'excuser en découvrant vos problèmes, puis vous confierez leur résolution au gouvernement. On pourrait maintenant voir si quelqu'un en Russie croit à ces messages. On pourrait discuter du fait que l'invasion dure depuis plus de 4 ans et qu'il est difficile de cacher la vérité aussi longtemps. Nous pourrions discuter de la manière dont l'entourage de ceux qui reviennent de la guerre, souvent avec des blessures invalidantes à vie, diffuserait la vérité. Nous pourrions discuter du fait qu'il existe une résistance importante aux politiques de mobilisation de masse, ce qui est difficile à concilier si le russe moyen ignore les faits. Ou nous pourrions évoquer les offres de contrats importantes et croissantes pour convaincre les citoyens de devenir soldats, ce qui, là encore, est difficile à concilier si les citoyens ne sont pas de plus en plus conscients des problèmes. Mais si la question porte sur la raison pour laquelle les manifestations n'ont pas encore éclaté, nous avons toujours la même critique fondée sur la logique de négociation qu'auparavant. La propagande est utile pour façonner les croyances, mais plus vous êtes efficace pour façonner les croyances, plus vous pouvez soutirer aux citoyens. Les deux effets s'annulent à nouveau. Vous savez ce qui s'annule aussi ? La peur de ce qui vient après. L'idée de base avec cet argument, c'est que, bien sûr, Vladimir Poutine est mauvais. Mais savez-vous qui d'autre serait mauvais ? En gros, tous ceux qui pourraient lui succéder seraient mauvais aussi. Le dernier était un ivrogne. Celui d'avant était compétent, mais a vu l'emprise de la Russie sur l'Europe de l'Est disparaître, et celui d'avant qui a réussi à rester en vie plus de 2 ans était aussi un ivrogne. Les choses ne s'améliorent jamais en Russie, alors pourquoi se donner la peine de protester ? Le pays ne deviendra pas une véritable démocratie, même si les manifestations réussissent. Vous allez simplement remplacer le diable que vous connaissez par un diable que vous ne connaissez pas. Et en attendant, vous devrez vous exposer à de grands risques personnels en descendant dans la rue. Eh bien, ce pessimisme est quelque peu exagéré. Il est peut-être probable que le prochain régime aura une disposition similaire à l'actuelle. Mais parfois les révolutions peuvent bien se passer. Cependant, les attentes négatives pour l'avenir s'estompent devant les actions du régime actuel. Le Kremlin sait que les citoyens ont ce genre d'attentes. Cela rend une révolution moins probable pour toute politique, ce qui pousse encore le Kremlin à accroître les prélèvements sur les citoyens. Cette quatrième explication est au moins un peu plus nuancée. Le contrat social russe hypothétique, dont vous avez probablement déjà entendu parler, est l'idée selon laquelle le Kremlin peut dicter la politique étrangère en échange de la stabilité à l'intérieur du pays. Cette idée en substance donne un peu de substance à ce qu'est exactement la division entre les deux parties qui est normalement en jeu. Eh bien, il est clair que l'esprit de ce contrat social a été rompu. Le Kremlin continue de faire ce qu'il veut en Ukraine. Pendant ce temps, les citoyens russes n'ont qu'à lever les yeux et remarquer les oiseaux roses migrateurs pour comprendre que leur part de l'accord s'érode lentement. Cela paraît s'inscrire dans la logique de négociation mentionnée plus tôt. Si le seuil critique pour des manifestations de grande ampleur se trouvait ici, le Kremlin avait l'habitude de planifier ses politiques juste en deçà de ce point de rupture afin de garantir un certain calme. Les Russes ont effectivement vécu en harmonie pendant un certain temps, puis soudainement le Kremlin a franchi la ligne, on s'attendrait alors à voir ces manifestations éclater. Mais ce n'est pas le cas. Que se passe-t-il ? La réponse partielle est que ce raisonnement ne prend en compte que les mauvaises choses qui sont arrivées aux citoyens russes à cause de la guerre, tout en ignorant les aspects très positifs, comme l'augmentation des salaires due à la forte demande de main-d'œuvre. Bien que cela ait contrarié la grande classe des oligarques russes, cela semble avoir compensé la plupart des autres problèmes dans la vie des citoyens ordinaires, ce qui explique ce que nous observons actuellement. Je dis la plupart car il est clair que le niveau de menace pour le Kremlin est actuellement élevé. Les coupures d'Internet en sont la preuve. Les gouvernements n'agissent pas ainsi à la légère. Un accès instable à Internet nuit à la productivité économique, à un moment où le gouvernement russe fait face à d'énormes défis économiques à d'autres niveaux.
Néanmoins, le Kremlin impose des coupures parce que cela gêne la capacité des citoyens russes à coordonner leurs actions contre le gouvernement. Le bénéfice sécuritaire pour le Kremlin dépasse les effets économiques négatifs et la réaction des Russes frustrés qui veulent simplement se connecter, c'est pourquoi le Kremlin l'a approuvé. Cela ne nous donne toujours pas de réponse à la question principale d'aujourd'hui. Quand verrons-nous de grandes manifestations en Russie? Et la réponse honnête, c'est que je ne sais pas, et personne ne le sait vraiment. Quelqu'un qui vous dit cela vous ment ou ignore complètement les logiques d'incitation sous-jacente. Les gouvernements autocratiques peuvent atteindre un point où leur autorité est anéantie et toute cohésion disparaît. À ce stade, il n'y a rien que le gouvernement puisse faire pour apaiser les manifestants, donc on peut faire des prédictions assez fiables sur l'avenir du pays. Cependant, la Russie est loin de ce point. Le Kremlin dispose encore d'une grande marge de manœuvre pour augmenter ou diminuer le niveau des concessions politiques et de la répression afin d'éviter tout problème clair et évident. Voici comment montrer que, en tant que guerriers du clavier, nous ne pouvons pas vraiment prévoir quand le gouvernement rencontrera une résistance active. Si nous le savions tous, alors certainement, le Kremlin le saurait aussi, et les forces de sécurité du pays prendraient des mesures actives pour contrer la menace. C'est essentiellement l'équilibre dans lequel nous nous trouvons actuellement. Le gouvernement fait de son mieux pour étouffer les problèmes lorsqu'il pense les avoir identifiés. Un jour, un événement imprévu pourrait survenir, la cohésion du gouvernement pourrait se déliter, et nous pourrions alors faire des prédictions plus audacieuses sur la Russie. Mais nous n'en sommes pas encore là. Quel problème stratégique pourrait donc provoquer des manifestations à Moscou, hors incidents aléatoires? Au risque de répéter comment nous en sommes arrivés là, le Kremlin peut commettre des erreurs de calcul fondamentales. Ici, plutôt que de se tromper sur la capacité de l'Ukraine à résister, il s'agirait de savoir comment les citoyens russes réagiront au changement du statu quo. Nous l'avons aussi constaté lors de la mobilisation partielle de l'automne 2022 déjà évoquée. Ce quai illustre bien le fonctionnement de l'interaction stratégique. Le Kremlin a compris que la mobilisation posait problème et a vite opté pour le recrutement volontaire. Pourtant, on pourrait imaginer une situation où la vie de l'homme russe moyen devient nettement pire. Disons que l'instabilité économique dans le pays entraîne des faillites dans le secteur privé, ce qui provoque un chômage massif et désormais des conséquences nettement négatives pour ces Russes ordinaires. Mais supposons que cette information n'atteigne pas les hauts responsables du Kremlin. Poutine en particulier reste protégé de cette information, à la fois parce que ses lieutenants ont peur de lui rapporter la vérité et parce que Poutine s'isole de plus en plus. La façon dont un Poutine bien informé réagirait à la situation serait de réduire l'intensité de la guerre, ce qui apporterait un certain soulagement à l'économie. Mais il est inconscient de ce qui se passe, donc aucun ajustement n'est fait et soudain, des gens descendent dans la rue. Un mystère plus large qui touche tous les régimes autocratiques est de savoir comment réprimer les rares personnes qui pourraient essayer de protester sans la sécurité d'une foule. Les gouvernements doivent sévir pour éviter que le mouvement grandisse. Mais les forces de sécurité doivent veiller à ne pas aller trop loin, au risque que la répression se retourne contre elles. Ce qui provoque ou non un effet de retour de bâton demeure un mystère pour tous, y compris pour nous observateurs extérieurs. Peu importe si chaque agent de sécurité agit selon son propre jugement et peut faire une bêtise. L'essentiel, c'est qu'atteindre ce stade ne dépend pas seulement du mécontentement général des citoyens face à la manière dont la guerre se déroule en Ukraine. En réalité, ce qui détermine l'apparition de protestations, c'est le mécontentement combiné à d'autres mesures prises par le Kremlin, certaines sous forme d'incitation pour compenser et d'autres sous forme de répression. Et c'est à la fois la raison pour laquelle nous n'avons pas encore vu de manifestations de masse, et celle pour laquelle nous ne pouvons pas savoir avec certitude quand elles commenceront. Alors, quelles sont les leçons à retenir pour aujourd'hui? Les troubles intérieurs des pays autocratiques sont un problème de négociation. Les opinions favorables ou défavorables au gouvernement n'expliquent pas la tenue de manifestations, car celui-ci s'adapte à ce qu'il peut obtenir de ses citoyens. Le Kremlin fournit actuellement aux Russes ordinaires les incitations et sanctions nécessaires pour les garder chez eux. Cela peut changer, mais nous ne saurons pas à l'avance quand cela arrivera. Merci encore à Incogni d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Rendez-vous sur incogni.com/William Spaniel et utilisez le code promo William Spaniel pour obtenir 60% de réduction sur un abonnement annuel. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, partager et vous abonner, et je vous dis à la prochaine fois.
Prenez soin de vous.